Et l'invité des matins, donc Nathalie Mons, bonjour à vous. Je disais Bonjour. professeur de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise, membre du comité de pilotage de la concertation autour de l'école. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Et Oui, puis oui, également membre du comité éditorial de la Revue française de pédagogie et membre du comité scientifique du réseau européen d'analyse des politiques d'éducation. Je ne le rappellerai pas à chaque fois, on ira sur le site de France Culture pour faire. C'est donc ça le fameux RAP. Oui, tout à fait. De PE. Alors donc ça y est, c'est la rentrée, disons-nous, ce matin sur France Culture et d'ailleurs ailleurs aussi. La vraie rentrée, celle qui conduit 12,4 millions d'écoliers, cartable au dos jusqu'au tableau noir. Et là, au fond, qu'ils disent non avec la tête ou oui avec le cœur ou qu'ils fassent l'inverse, ils font en tout cas face avec leurs parents à quantité de nouveautés. La réforme Payon commence dès aujourd'hui et devrait s'étaler sur plusieurs années, nous dit-on. Rythme scolaire, formation des enseignants, carte scolaire également, orientation et même le numérique se met dans la partie. Alors en attendant la refonte des programmes et de la carte scolaire déjà annoncée, l'école française est donc confrontée visiblement à un changement. Ce changement est-il suffisant pour la sortir des mauvaises places que continuent de lui attribuer les classements internationaux? Pour enrayer le décrochage, que faire? La réponse se trouve-t-elle dans la comparaison avec les autres systèmes scolaires européens? Et vous en êtes la spécialiste de ces questions-là, Nathalie Mons. Alors on sort nos crayons, nos cahiers neufs et on essaie de vous poser d'abord la première question, explication de texte. Le ministre aurait dit que cette rentrée était une rentrée de gauche. Ça veut dire quoi exactement ? Je crois qu'une rentrée de gauche, c'est en fait une relance par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier quinquennat. Mais on reviendra sur les postes nouveaux qui sont mis à disposition. Mais je crois qu'une rentrée de gauche, ça veut dire qu'on s'intéresse aux moyens qui sont donnés à l'école. Donc la création de postes, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que moi, ce que je vois se mettre en place, c'est une politique qui s'intéresse davantage aux élèves qui sont les plus en difficulté. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a un investissement important dans le primaire. Et ça, en soi, c'est une révolution. C'était durant des décennies, on s'est assez peu intéressé à cette première marche de l'école. C'est-à-dire quoi, les élèves en difficulté? La question les des élèves en difficulté et finalement leurs acquisitions dès le début de l'école primaire. Mais c'est pas un peu un serpent de mer, ça? On a toujours dit qu'on voulait s'intéresser aux enfants en difficulté, mais visiblement ça marche pas des masses. Oui, mais vous savez, le système français, il est caractérisé par une très grande hypocrisie. Vous avez raison, ça fait très longtemps qu'on dit oui, il faut s'intéresser à la difficulté scolaire. Il y a eu beaucoup de rapports de Claude Sébel régulièrement, les hommes de l'ombre qui visitent les différents présidents de la République et ministres de l'Éducation en disant c'est là qu'il faut mettre au fond toute notre énergie. Beaucoup de profs le pensent aussi, mais politiquement, ça se traduit jamais réellement par de très grandes mesures. Oui, il y a beaucoup d'incantations, mais de fait, lorsqu'on regarde les politiques qui avaient été menées durant les dernières décennies, on avait assez peu d'accent qui était mis sur l'enseignement primaire. Or, on sait maintenant, et c'est bien documenté scientifiquement, on sait que la difficulté scolaire se construit dès les premières années. Donc, il faut mener une politique de prévention, c'est-à-dire que tout simplement, il faut faire comme on fait dans d'autres pays. Il ne faut pas attendre que les élèves soient en difficulté. Il faut mettre le paquet dès le début, dès les premières années de la scolarité, de façon à ce que les élèves ne rentrent pas dans un cercle vicieux de difficultés scolaires. Donc, finalement, c'est une politique de prévention. Et ça, je pense que c'est vraiment une politique de gauche et c'est ce qu'on a vu se mettre en place dans les pays qui aujourd'hui réussissent bien dans le cadre des différents palmarès, c'est-à-dire qu'on accompagne l'enfant dès le début de la scolarité obligatoire. C'est quand même grave au fond ce que vous dites, parce que ça veut dire que par défaut, les politiques scolaires de droite laissent tomber les mauvais. On ne cherche pas à repêcher les enfants en situation d'échec scolaire quand ils sont petits si on est un ministre de droite. Non, c'est-à-dire qu'en fait, non, je pense qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas un clivage aussi important droite-gauche en matière d'éducation. On est quand même en France sur une vision relativement conservatrice de l'école. Si on regarde par exemple quels sont les résultats du système français par rapport aux résultats des systèmes étrangers. Alors, on a souvent un discours qui est tout à fait catastrophiste.
éducatistes, on vous explique que, et on a raison de le dire, il y a beaucoup d'élèves en difficulté, il y a des inégalités sociales qui sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire que l'école est de plus en plus reproductrice socialement, c'est-à-dire donne davantage de chances aux élèves et aux familles qui sont déjà bien positionnés dans l'échelle sociale. Donc tout ça est vrai, mais on oublie de dire, et l'OCDE ces derniers jours vient de sortir certaines statistiques, on oublie de dire que c'est un système qui fonctionne bien pour l'élite. C'est-à-dire que c'est un système qui fabrique une élite scolaire qui est tout à fait conséquente. Quand on regarde par exemple les derniers chiffres... Mais ça, c'est pas vraiment dans le projet de Jules Ferry, pardonnez-moi de revenir à des vieilles lanternes. Si, ça a toujours été, de façon traditionnelle, en France, on a une vision élitiste, c'est-à-dire qu'il s'agit tout de même aussi de fabriquer une élite. Et on y arrive, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde ces derniers chiffres de l'OCDE dont je vous parle, lorsqu'on regarde les chiffres de l'enquête internationale PISA qui teste les élèves à 15 ans, il y a certains élèves qui réussissent à la fois bien en mathématiques, en sciences et en compréhension de l'écrit. Et lorsqu'on regarde cet indicateur, ces élèves qui réussissent partout, eh ben la France est largement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc ça montre que c'est bien un système éducatif qui assure la création d'une élite. Mais à côté, et c'est ça le problème, et c'est ça de plus en plus le problème, les élèves en difficulté, par contre, voient leur rang s'élargir depuis 10 ans, et comme je vous le disais, les difficultés sociales sont de plus en plus importantes. L'intégration aussi des élèves issus de l'immigration est de plus en plus problématique. Donc finalement, si on veut synthétiser les résultats du système français, c'est un système qui marche bien pour l'élite. Et finalement, c'est ça, traditionnellement aussi, cette idée conservatrice, mais qui ne fonctionne pas pour les élèves les plus vulnérables. Je vois que vous étiez un bon élève ou un mauvais élève, vous, Philippe Magnier? Un bon élève, forcément. Un relativement bon élève, mais enfin, je ne cassais pas les statistiques à moi tout seul. En revanche, je me suis penché un peu sur la question qui est évoquée à l'instant, donc je me permets juste de... Je crois que ce qui vient d'être dit sur la dispersion est très importante. C'est-à-dire, quand on regarde effectivement la raison pour laquelle on n'est pas bien classé dans les classements PISA, ça n'est pas parce que nous n'avons pas de bons élèves, nous en avons plus que les autres, ça vient d'être dit et c'est très juste. Et le système français, à cet égard, est assez caricatural. Dans le monde entier, on admire l'école normale supérieure qui porte des individus à un niveau d'excellence que, honnêtement, on voit assez rarement ailleurs. Il y a l'école normale supérieure qui produit des prix Nobel. Voilà, c'est ça. Mais symétriquement, ce qui fait qu'on est traîné, qu'on est tiré vers le bas, c'est qu'on a effectivement, dans la dispersion statistique des résultats des élèves, bien plus que les autres, beaucoup d'élèves qui sont laissés sur le côté. Et je finis sur ce point. J'ai eu la chance de faire une mission un jour, justement, de comparaison entre la France et ces sujets-là. Et je me rappelle la première rencontre que j'ai eue avec la directrice d'un des plus grands établissements d'Helsinki. Et je lui ai posé une question en lui demandant d'avoir la gentillesse de répondre sans réfléchir, de répondre de manière réflexe pratiquement. Et je lui ai dit, quelle est votre priorité, madame? Et elle m'a dit, ne laissez aucun élève sur le bord de la route. Et moi, je me souviens de tous les maîtres que j'ai eus et que j'ai admirés. Eh bien, je sais que leur objectif, c'était de faire réussir des élèves, pardon de le dire, un peu comme moi, qui avaient plutôt des déterminismes pour réussir. C'était de porter au niveau d'excellence le plus élevé possible les élèves qui avaient un potentiel. Et je ne crois pas que leur souci était principalement d'amener tout le monde au succès. C'était de faire réussir le mieux possible ceux qui étaient déterminés à réussir. Je pense que c'est une faiblesse du système français qui est héritée d'ailleurs de ses origines et qui va être difficile à corriger. C'est aussi une qualité, bien sûr, ça vient d'être dit, mais c'est notre faiblesse. Alors, Nathalie, c'est une qualité, mais aujourd'hui, on en voit tout à fait les limites de ces systèmes élitistes. Puisque si on compare justement, si on continue dans cette comparaison des élites, certes la France est au-dessus de la moyenne de l'OCDE, avec en gros 5% d'élèves qui performent dans tous les domaines à 15 ans, mais pour autant, elle est derrière l'ensemble de ces pays. Et vous citiez par exemple le cas de la Finlande. On est loin derrière finalement la Corée, la Finlande, la Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi? Parce que justement, on n'a pas dans l'idée de faire progresser l'ensemble des élèves. Et maintenant, il faut qu'on fasse passer une nouvelle idée dans le système éducatif. C'est que finalement, on fabrique des élites sociales et scolaires conséquentes parce qu'on s'intéresse à l'ensemble des élèves et on pousse vers le haut l'ensemble des élèves. Et c'est comme ça qu'on fabrique des élites qui sont larges. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui et c'est ça qui fait que la France commence à être à la traîne, même lorsqu'on parle d'élite. Nathalie Bourse, est-ce qu'on a lu vraiment alors, les mêmes chiffres et ça dépend, vous allez me dire, de comment on les lit et de ce qu'on veut leur faire dire. Moi, je vous me dis qu'on est plutôt bien placé pour la question du déterminisme des élites à se reproduire elles-mêmes donc, et à arriver dans une bonne place, un bon
classement. Moi, je lis aussi dans les enquêtes PISA que la France arrive 22e en lecture et en mathématiques, 27e en sciences, et que là, on note quand même une sorte de crise, quand même. En l'occurrence, là, on n'est pas du tout sur le devant de la scène. Oui, tout à fait, ça ne s'oppose pas. Là, vous parlez des performances moyennes. Voilà, oui. Hein, oui c'est ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde la performance moyenne des élèves, elle est tout à fait passable, elle est tout à fait médiocre. C'est-à-dire que si on prend la France dans une classe des pays de l'OCDE, c'est l'élève passable, c'est l'élève qui est dans la moyenne. Mais cette moyenne cache de grandes disparités, c'est-à-dire qu'on a une élite qui n'est pas négligeable et par contre on a beaucoup d'élèves en difficulté. Mais politiquement, c'est ce qui explique aussi que le système soit si difficile à changer. Si le système ne fonctionnait pas pour l'ensemble des enfants, je peux vous dire que les familles issues les familles les plus les familles les plus favorisées montraient au créneau pour changer ce système. Donc c'est aussi une des raisons de la difficulté à changer le système, c'est que finalement, de façon paradoxale, il fonctionne pour les élites, il ne fonctionne pas pour les autres. Mais il y a aussi un point qui est très intéressant dans les comparaisons internationales, puisque là, on s'intéresse seulement aux acquis des élèves. Mais on doit aussi s'intéresser au bien-être de l'élève dans l'école, à ses attitudes. Et là, je dois dire que lorsqu'on regarde les comparaisons internationales, le système français est stressant. Alors là, pour tous les élèves. On parle du blues, hein, mais le blues, pas seulement de façon légère, il est apparemment très, très réel. Moi, j'ai envie de vous poser... Par exemple, quelques statistiques, je pense que c'est très important. Hein. Lorsqu'on demande aux élèves, toujours dans cette enquête de PISA en 2009 à 15 ans, on leur demande « Est-ce que tu te sens bien à l'école ?» Donc 85% des pays de l'OCDE, les élèves répondent « Oui ». Ils ne sont que 45% en France, c'est-à-dire que la moitié des élèves, moins de la moitié des élèves à 15 ans disent qu'ils sont bien à l'école. Et vous avez certaines disciplines qui sont extrêmement anxiogènes. Toujours la même enquête, PISA. Vous avez, lorsqu'on demande aux élèves, est-ce que tu te sens tendu quand tu dois faire tes devoirs en mathématiques à 15 ans, voilà, donc le début du lycée. Oh mon Dieu, quel souvenir ça me rappelle. Ça, Ils sont 53%, donc plus de la moitié en France, à nous dire oui, alors qu'ils sont à peine un tiers dans le CDE à nous dire oui, et seulement 7% en Finlande, qui est un pays qui réussit bien. Donc on voit bien là que le stress... l'angoisse à l'école, ça ne rime pas avec les bonnes performances. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance dans le système français. Alors moi, j'arrive à vous poser une question toute simple, mais d'où il vient ce stress? Il vient de ce que les profs ne savent pas faire, que les parents sont responsables. Il y a parce qu'on accuse toujours les profs de tous les maux, mais enfin, il y a les parents aussi qui ne sont pas tristes dans l'histoire. Il y a la pression des parents, il faut que tu réussisses absolument. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une génération et d'ailleurs de profs et de parents, qui a un peu changé parce que la société change par rapport à une certaine époque et dans le rapport, encore une fois, à l'école, Nathalie Mons. Il y a énormément de raisons qui expliquent que le système soit tout à fait anxiogène. Il y a tout d'abord les structures du système lui-même, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'en France, finalement, vous allez sur des autoroutes de réussite ou d'échec, et lorsque vous êtes lancé dans une voie, vous n'avez pas la possibilité de trouver des chemins de traverse pour aller, finalement, pour recommencer, pour rejouer une seconde chance dans le cadre de votre scolarité. Donc qui existe ailleurs? Qui existe ailleurs. Ou par exemple, oui, tout à fait. Lorsqu'on regarde finalement en Finlande, vous avez un lycée, ou en Suède, vous avez un lycée qui est beaucoup moins déterminé en termes de filière. Qui laisse une seconde chance. Voilà, vous avez plus de possibilités de rejouer votre scolarité. Vous pouvez également, dans les pays nordiques, sortir de l'école, parce que l'échec scolaire, ça existe partout, mais aussi y revenir, parce que vous avez des écoles de la seconde chance qui sont beaucoup plus développés. Donc, finalement, nous, en France, on lance nos élèves dans une course à la réussite. Et en plus, lorsqu'ils sont lancés sur une autoroute, ils ne peuvent plus s'embarquer dans d'autres voies qui permettraient, et lorsqu'ils sont sortis du système, en général, ils en sortent pour très, très longtemps. Donc ça, c'est la première explication. Et vous citiez aussi les parents. Ça, je crois que c'est un point extrêmement aussi important, c'est-à-dire qu'il y a une demande sociale d'éducation de la part des parents qui est très importante. C'est-à-dire qu'on est face à un paradoxe. On le dit, on le répète, l'école est critiquée. Et à raison, on voit que certains de ces résultats posent aujourd'hui question. Mais en même temps, l'école est fondamentale en France. C'est-à-dire qu'il y a un poids du diplôme en France que vous ne retrouvez pas dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en France, lorsque vous ratez votre scolarité, ces fameux décrocheurs qui sortent du système scolaire sans avoir de diplôme, ils sont fortement handicapés socialement. C'est-à-dire qu'ils sont menacés d'un chômage de longue durée qui n'a rien à voir avec ce qu'ils peuvent éprouver dans les autres pays. De la même façon, ce chômage de longue durée n'a rien à voir avec ce que les générations précédentes
subissaient en termes de chômage. Donc ce poids du diplôme est très important. Paradoxe, on critique cette école, et cette école est fondamentale en France beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc les parents, du coup, demandent énormément à leurs enfants. Et je vous ai amené là encore une autre statistique internationale que je trouve tout à fait révélatrice. On demande en fait dans différents pays aux parents d'intervenir sur le thème « Est-ce qu'il faut travailler dur à l'école ?» En France, on a 60% des parents qui disent « Oui, il faut travailler dur à l'école ». Ça nous paraît normal, ça nous paraît trivial. Donc ça légitime nos fameux rythmes un peu soutenus, quoi, nos ça journées chargées. Légitime ça. Il faut savoir que dans les années 80, ils étaient que 40% à dire ça. Donc vous voyez qu'en 20 ans, ce travailler dur est monté en puissance en France. Quand on regarde à l'étranger ce qui se passe en termes de valeurs attachées à l'école et du travailler dur, on n'a que 20% des parents qui répondent comme ça en Finlande, il faut travailler dur. Et même au Japon, on a seulement 20% des parents qui pensent qu'il faut travailler très dur à l'école pour réussir. D'un mot pour terminer cette première partie, Nathalie Mons. Alors on dit que évidemment la question de la réforme est toujours très compliquée chez nous et qu'au fond ailleurs c'est bien mieux. Est-ce que cela est bien vrai d'un mot? Est-ce que d'après tout on a dû réformer aussi sans doute les systèmes scolaires dans d'autres pays, Finlande, Suède ou Japon compris? Est-ce que ces réformes-là ont été dures à mener ou pas, et plus difficilement ou plus facilement qu'elles le sont en France? Alors, partout, lorsqu'on compare en fait à la fois à l'international et lorsqu'on compare aussi les réformes en éducation versus des réformes dans d'autres secteurs d'action publique, la fiscalité, l'économie, la défense, le logement, etc., la santé, on se rend compte que les réformes en éducation sont particulièrement compliquées à mener. Alors, en France, mais aussi à l'étranger, pour tout un ensemble finalement de raisons. Tout d'abord, c'est une machine qui est extrêmement lourde. Je crois qu'on arrive peu à se rendre compte combien cette machine est lourde. Vous citiez les 12 millions d'écoliers, les 800 000 enseignants. 840 000 enseignants. Voilà. Oui, donc c'est une machine qui est extrêmement lourde. C'est une machine aussi qui est peu gouvernable. Et puis il y a aussi le poids des enseignants, mais on y reviendra peut-être. On y reviendra. France Culture, les matins. Et autour de notre invitée aujourd'hui, Nathalie Mons, professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise. Comme chaque mardi, Caroline Forest, comme chaque jour, et c'est pour l'heure du débat, de la controverse. Brice Couturier, bonjour Brice. Bonjour Marc. Alors, quand la productivité d'une institution décroît et que la moindre tentative de la réformer pour en améliorer les performances provoque d'immédiates levées de boucliers, on est bien sûr amené à se poser des questions. Qui veille au maintien en l'état d'un système éducatif qui rejette 120 000 jeunes chaque année, les livrant à un marché du travail qui est de plus en plus exigeant en matière de formation? Qui a intérêt à la continuation d'un système d'enseignement dont le niveau baisse, comme le mesure avec régularité le classement PISA? Le pourcentage d'élèves de 15 ans qui ne maîtrisent pas la compétence de l'écrit est passé de 15 à 19% entre 2000 et 2009. En mathématiques, où nos élèves avaient coutume de briller au XXe siècle, nous avons dégringolé à la 22e place. Ce qui nie l'évidence, rappelée par Antoine Prost dans une tribune publiée par Le Monde, le niveau scolaire baisse cette fois, c'est vrai, cela conteste la validité des classements internationaux. Mais contesteront-ils la note de synthèse des évaluations du niveau en CM2 publiée par le ministère lui-même? Elle met en évidence que pour une même dictée, les élèves faisant plus de 15 fautes sont passés de 10% à 21% en 10 ans, de 1997 à 2007. Quant au Haut Conseil de l'école, il relève dans son rapport annuel de décembre dernier, je cite, des performances en baisse. Partout en Europe, on décentralise en donnant plus d'autonomie aux établissements. Nulle part, on ne note, on ne sélectionne et on ne fait redoubler des élèves du primaire comme on persiste à le faire chez nous. Partout, on donne une part égale à la transmission des savoirs et à l'apprentissage des règles de la vie en collectivité, au travail en groupe. Souvent, comme en Suède, les enseignants les plus méritants sont récompensés par de meilleurs salaires quand nous restons, nous, dans un système d'avancement où prime l'ancienneté. Les maux qui accablent notre système sont archi connus, mais ils ne sont pas traités. Et quand Vincent Payon fait observer que nos écoliers sont victimes d'un véritable gavage, 144 jours de classe par an pour un petit français contre 208 pour un petit allemand, ce qui aboutit bien sûr à allonger anormalement la journée de cours en France, 25 heures hebdomadaires sur 4 jours chez nous, contre 15 heures sur 5 jours en Allemagne, le ministre se fait vivement contester par le principal syndicat des professeurs des écoles. Touché au mercredi matin, pas question. Alors si rien ne bouge, si ce système hypocrite qui sélectionne une élite
comme il y a 100 ans. Plutôt qu'il n'assure à toute une classe d'âge le niveau de formation exigé par nos économies de la connaissance, c'est parce qu'un certain nombre de catégories sociales y trouvent leur intérêt. Les membres des classes intellectuelles et autres initiés aux rouages alambiqués du système savent très bien faire échapper leurs enfants à la médiocrité commune. Le système fonctionne au bénéfice de ces classes intellectuelles supérieures dont il assure la reproduction. La moitié des enfants d'enseignants fréquentent une filière S, 21% des enfants de professeurs et de professions libérales sont en classe prépa contre moins de 1% des enfants d'ouvriers. Or, comme le dit François Dubet dans une récente interview au Monde, le poids démographique des bénéficiaires du système est bien plus important que leur poids démographique. De concert avec les syndicats d'enseignants, ils bloquent toute réforme. Jusqu'à quand ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Nathalie Mons. Réaction, commentaire ? Oui, ça reboucle sur ce qu'on se disait en tout début d'émission, c'est-à-dire que le système fonctionne bien pour une élite, crée bien une élite scolaire, et cette élite scolaire, en France, évidemment, est très proche de l'élite aussi sociale. Puisque c'est une école qui est très fortement reproductrice. Donc j'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si le système dysfonctionnait pour l'ensemble des élèves, il y a longtemps qu'il aurait bougé. Mais de façon certaine, il permet finalement à certaines classes sociales de continuer à acquérir une position dominante à travers l'école, puisque comme je disais, l'école est primordiale en France et beaucoup plus qu'à l'étranger. Alors c'est l'heure du débat. Caroline Forest. Oui, il y a quand même un paradoxe dans ce que vous dites et ce que surtout devient ce que vient de dire Brice Couturier, c'est que si on est mal classé, notamment par PISA et par des classements internationaux, du fait que on n'arrive pas à donner sa chance à tous, mais que néanmoins on assure un bon niveau à suivre, on ne peut pas à la fois dire ça et dire en même temps le niveau baisse. Le niveau ne baisse que pour certains parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Donc ça veut dire que quelle est la solution ? Est-ce qu'il faut baisser encore plus le niveau général pour que l'ensemble de la moyenne des élèves arrive à suivre, ce qui serait contradictoire avec les demandes de ceux qui critiquent justement le classement de la France par rapport à PISA ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est ce que vous disiez un peu ce matin, plus tôt, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le primaire pour que le primaire soit le lieu de l'égalité des chances, remettre à niveau des élèves qui ont des bagages familiaux très différents et des acquis culturels très différents, mais ensuite qu'on continue à être un système qui tire vers le haut ceux qui peuvent suivre ? Nathalie Mons. C'est-à-dire que longtemps, en fait, on s'est assis sur une représentation sociale qui est fausse de l'école. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé, et je pense qu'on le pense encore aujourd'hui, et une part des parents, et même certainement des enseignants, c'est-à-dire qu'on fabrique des élites si on s'intéresse seulement à une partie des élèves et si on laisse de côté les élèves les plus en difficulté. Voilà. C'est ça finalement qui intellectuellement a irrigué, c'est cette pensée-là qui a irrigué finalement tout le fonctionnement de l'école depuis plusieurs décennies. C'est l'impensé de l'école depuis... C'est l'implicite. Or aujourd'hui, justement, grâce aux comparaisons internationales, on se rend compte que ce mode de fonctionnement ne conduit plus à une école qui est positive. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est parce qu'on donne sa chance à l'ensemble des élèves, en particulier, comme vous venez de le dire, en misant dès le début sur un primaire qui développe de la prévention contre l'échec scolaire. C'est finalement en donnant sa chance à l'ensemble, à un vivier très très large d'élèves, qu'on va fabriquer des élites. Mais ça, c'est contre-intuitif en France. C'est un paradoxe qui a du mal aujourd'hui à irriguer la pensée des parents, des enseignants et parfois même de certains politiques. Brice. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de retard français. Il faut bien comprendre que l'économie des 30 Glorieuses était basée sur une société pyramidale et hiérarchisée, fortement encadrée, où il y avait des gens qui décidaient et d'autres qui obéissaient. Le 21e siècle, l'économie du 21e siècle, elle est basée sur ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et ça implique donc que tout le monde, que le plus grand nombre possible accède à des compétences très générales. Nous avons fait le choix inverse, mais nous n'osons pas le dire, nous n'osons pas remettre en cause une école qui a été basée pour une élite sociale et pour sa reproduction. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un tel retard français sur le plan économique. Est-ce que je peux prolonger votre question, Brice Calamdemont, pour la poser très simplement, comme le fait d'ailleurs Dominique Seux dans son éditorial Les Échos aujourd'hui,
Qui en est responsable de cette question-là? Est-ce qu'il faut pointer du doigt l'État? Il y a eu un rapport de la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin qui, notamment par rapport à la question des enseignants, a dit au fond que l'État avait brouillé le sens de l'école à travers la multiplication d'expérimentations et de dispositifs. Dominique Seux semble vouloir dire aussi qu'au fond, il y a un centralisme tel dans l'éducation nationale que par rapport à d'autres pays aussi, au fond, l'État, à force de bonne volonté sans doute affichée, brouille sans cesse les cartes sur plusieurs domaines. Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre, en tout cas, montrer du doigt? Je ne sais pas s'il faut le mettre en cause, mais est-ce que l'État, dans sa mission, pêche par non-réformisme ou par une espèce de continuité un peu angélique qui nous trompe? Alors, je pense que c'est vraiment une responsabilité qui est collective. C'est-à-dire que c'est une vision sociétale globale qui englobe à la fois les parents, les enseignants, les responsables politiques. Et il est clair qu'on reste sur un système qui est tout à fait conservateur, alors qu'on attache finalement des valeurs de gauche à l'école. C'est une école qui, de fait, est restée tout à fait conservatrice. Oui, quoi qu'il arrive, et on n'a pas réussi, je crois que lorsqu'on regarde vraiment, lorsqu'on fait des comparaisons internationales de politique éducative, on se rend compte qu'à partir des années 70-80, dans d'autres pays, on commence à changer de vision. C'est-à-dire que les années 70-80, dans d'autres pays, c'est le moment où, par exemple, on remet en cause les processus de notation. C'est-à-dire qu'on enlève les notes dans la plupart des écoles primaires, alors qu'en France, on en est resté là. Dans les années 80, dans d'autres pays, comme par exemple les pays scandinaves, on commence à se dire que bon, c'est bien de fonctionner en termes de classe, mais également de suivre à travers un enseignement individualisé chacun des élèves pour prévenir l'échec scolaire. Or, nous, on va rester, par exemple, sur le collège unique, où finalement, on dit que tout le monde doit réussir, mais on ne donne aucunement leur chance aux élèves. Donc, on n'a pas réussi, à partir des années 70-80, finalement, à moderniser cette école parce qu'on en est resté sur une vision extrêmement conservatrice. Même si le collège unique donnait le sentiment qu'on allait justement quand même réformer quelque chose, que l'école devenait une école réellement pour tous. On ne s'est pas soucié de réformer le système parce que de fait, il fonctionnait. Il fonctionne même bien encore aujourd'hui. On parle de cette élite à 15 ans à travers PISA, mais on la retrouve dans la filière S, on la retrouve dans les grandes écoles. Ces élèves, après, vous avez vu les derniers chiffres, sont employés de plus en plus à l'étranger. Donc ils se vendent bien. On forme bien nos élites. Caroline Forest. Non, mais c'est ça qui est un peu révélé quand on va dans le détail de l'étude PISA au lieu de rester à la surface, c'est qu'en fait, le niveau ne baisse pas. Au contraire, c'est parce que le niveau reste très exigeant et qu'il y a de plus en plus d'élèves qui viennent avec des bagages, encore une fois, culturels et éducatifs très différents, qui n'arrivent plus à monter à bord de ce bateau qui continue à aller trop vite. Donc la question n'est pas de dire, d'un côté, et le niveau baisse et en plus on est mal classé. La question est plutôt de dire comment on fait pour garder le plus possible d'élèves à bord de ce bateau qui peut aller visiblement très vite et très loin et on en est plutôt fiers. Et pour ça, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'effectivement, dans les années précédentes, on a enlevé les moyens au niveau du primaire, on a enlevé les RASED qui permettaient aux élèves les plus en difficulté qui sautaient du bateau parce qu'ils cumulaient justement ces handicaps. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est fait? On remet des moyens sur le primaire, on a remis en partie ces RASED, mais dans ce que vous dites, j'entends qu'on a toujours des difficultés à personnaliser et à donner des secondes chances quand on doit changer de filière ou avoir une réorientation en fait. Nathalie Mons. Alors, je crois que la réforme, en fait, et ça va être la gageure finalement de ce quinquennat. Ouais. Alors, bon, là-bas, je dirais, c'est évidemment, voilà, c'est de remettre les moyens qui avaient été enlevés, puisque bon, cette machine ne pouvait plus fonctionner en l'état. On en était dans des cas extrêmes où il n'y avait plus de profs remplaçants dans certaines académies. Donc, il faut remettre certains moyens. Mais il est clair que ça ne suffit pas. Ce ne sont pas seulement les moyens humains qui vont permettre au système de changer. Donc, il faut bien changer et s'engager dans une réforme. Alors, l'insistance sur le primaire, ça me semble fondamental. C'est-à-dire qu'on remet des moyens humains, là où vous savez que, par exemple, lorsqu'on regarde le budget unitaire dépensé pour les élèves du primaire, il était en France largement inférieur à la moyenne de l'OCDE. Donc, il y avait bien un problème d'allocation de ressources qui, là encore, se faisait au détriment du primaire et en faveur du lycée. Justement, la branche la plus élitiste du système scolaire. Donc, il y avait une inégalité dans la distribution budgétaire. Avec les nouveaux postes, tout ça est en train de se rétablir. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, finalement, si on en reste, même avec davantage d'enseignants, à une même pédagogie,
qui ne permet pas d'aller voir quelles sont les difficultés de chacun des élèves et de les traiter, le système ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça que dans le cadre de la concertation, nous avions l'été dernier insisté sur le fait que la révolution doit être pédagogique. Et pour engager, c'est ça vraiment aussi qui fait la différence entre la France et d'autres pays qui réfléchissent mieux, pour engager les enseignants, il faut évidemment une formation initiale qui soit de qualité, mais pas seulement. On va mettre beaucoup de postes sur la formation initiale, mais si vous ne renouvelez pas le stock des enseignants qui sont déjà en place en termes de formation, donc c'est ce qu'on appelle la formation continue, vous passez à côté d'une partie de votre réforme. Donc, il faut de la formation initiale et de la formation continue, de façon à équiper l'ensemble des enseignants des méthodes pédagogiques et à les aider à pouvoir suivre chacun des élèves. Il y a aussi le dispositif plus de maîtres que de classes qui va permettre finalement à plusieurs enseignants de gérer une même classe de façon à découper, par exemple, ces classes en petits groupes et à suivre un groupe et à mieux identifier donc les difficultés, à mieux faire de la remédiation et de la prévention. Je crois que ce qui est important, c'est le terme de prévention. Les éléments de cette réforme-là, ils sont présents à quel pourcentage aujourd'hui dans cette rentrée scolaire 2013-2014, Nathalie Mons? On va avoir finalement un étalement des postes et retrouver peu à peu avec les 60 000 postes. Alors il y en a 8 200 qui démarrent cette année sur les 60 000 promis. Voilà, on en a 8 000 en fait. On a quelques 8 000 postes déjà sur l'enseignement primaire et secondaire. Alors, c'est pas négligeable. Une aussi des difficultés de la réforme en éducation, c'est que quand on regarde 8 000 postes, on se dit, c'est du 1000 postes, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais 8 000 postes, si on le compare à d'autres ministères, 8 000 postes, c'est la moitié des effectifs du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que cette année, le ministère de l'Éducation recrute la moitié des effectifs du ministère des Affaires étrangères. Alors, c'est un petit ministère, mais sur les 5 ans, 60 000 postes, ça représente la moitié des effectifs de la police. Je ne sais pas si vous voyez, en termes de gageurs et de défis ce que ça signifie. Donc voilà, ça c'est des moyens en plus, mais je le dis, ça ne suffit pas. La réforme ne doit pas s'arrêter à ces moyens supplémentaires et c'est pour ça qu'il y a d'autres actions qui sont mises en place. Alors, mais c'est sur le terrain que ça va se jouer. Dans les défis des réformes éventuelles, Antoine Beauchamp des Matins de France Culture a interrogé Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et notamment, selon les rapports de ce think tank qui est en cours d'élaboration, l'éducation nationale mériterait, comme ailleurs, de connaître davantage sa décentralisation. L'État n'a jamais vraiment voulu lâcher l'éducation, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, on décentralise sans décentraliser. Donc on a donné au niveau local des responsabilités qui sont un peu les responsabilités subalternes. Il n'y a pas le paiement des professeurs, il n'y a pas vraiment le recrutement, il n'y a pas toutes ces questions-là qui sont restées très centralisées. Alors que là où on a vraiment décentralisé, en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni, on fait confiance au niveau local et chacun aussi a intérêt, si vous voulez, plus c'est géré au niveau proche des parents d'élèves, des élèves, plus on a intérêt à avoir l'éducation de la plus grande qualité possible. On a une administration de l'éducation nationale qui nous coûte beaucoup plus cher que dans les autres pays. Si vous prenez les dépenses de premier et second degré en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, vous vous rendez compte qu'on dépense 30 milliards de plus par an pour à peu près le même nombre d'élèves, et là je parle évidemment hors maternelle et hors supérieur. Donc 55 milliards en Allemagne, 54 au Royaume-Uni et 85 en France. Donc là, il y a une question à se poser. Comment se fait-il qu'on dépense 30 milliards d'euros de plus tous les ans? Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP au micro d'Antoine Beauchamp. Nathalie Mons. Oui, je suis plutôt réservée par rapport à ce type d'analyse. Je crois qu'on est vraiment dans la doxa, c'est-à-dire que renvoyer toujours les problèmes vers le local en disant puisqu'on n'arrive pas à les résoudre au niveau national, essayons de les résoudre au niveau local. Malheureusement, la recherche, il n'y a pas de consensus, si vous voulez, scientifique sur les opérations de décentralisation. En Suède, quand les parents d'élèves sont... Alors, en Suède, on a un système à 3 piliers. Quand les parents d'élèves sont mécontents du système public, ils peuvent créer une école autonome qui est dotée par l'État et qui est gérée par les parents d'élèves avec recrutement par la... De toute façon, en Suède, toutes les écoles sont gérées par la municipalité et les professeurs sont recrutés, estimés et notés par les municipalités, appuyés par les parents d'élèves. Au contraire, c'est la décentralisation maximale et ça permet d'adapter évidemment les programmes en fonction du public local.
Ça permet de créer aussi une concurrence extrêmement bénéfique au public, parce qu'il est obligé de relever évidemment le défi de ces écoles autonomes, plus ou moins autogérées par les parents. Nathalie Mons et Caroline Forest. Nathalie Mons. Oui, alors vous avez raison, c'est le cas, ça fonctionne, c'est-à-dire que oui, ça a été mis en place en Suède. Le problème, c'est que quand on regarde après les résultats du système éducatif suédois, sur une dizaine d'années, ils se sont fortement dégradés, c'est-à-dire que les résultats moyens ont fortement baissé et surtout les inégalités sociales ont fortement progressé dans un pays dans lequel la visée d'égalité était vraiment une des bases du fonctionnement de la société suédoise. Donc je crois que oui, ça a été mis en place et c'est peut-être aujourd'hui malheureusement un exemple dont il faut tirer certaines leçons. Alors, ce que j'entendais dans le reportage là est intéressant parce qu'il disait bon, c'est vrai qu'en France en fait, on a assez peu décentralisé sur ce qui est important. Même si par exemple, regardez sur les rythmes, c'est bien une opération de décentralisation. Voilà, mais on voit bien avec quelles difficultés elle se met en place, puisqu'elle ne sera mise en place que sur 22% à peu près du territoire. Non mais en plus, excusez-moi, mais vouloir appliquer la décentralisation à la question de l'éducation nationale, à moins d'en faire une question idéologique, ou de faire de l'école à la carte, avec ce que ça peut présupposer de baisse de niveau général. Justement, on ne peut pas à la fois dire qu'on veut augmenter le niveau et qu'on veut décentraliser. J'entends l'argument qu'on peut faire des économies sur l'éducation nationale en décentralisant, certainement, mais c'est sûrement pas en s'adaptant à la demande locale des parents et en faisant des économies qu'on va augmenter le niveau général et les objectifs généraux d'un pays. Et l'exemple de la Suède, en plus... Alors prenons l'exemple allemand. Prenons l'exemple allemand où les résultats mauvais en l'an 2000, les Allemands du coup ont décentralisé leur système encore plus qu'ils ne l'étaient. C'est vraiment au niveau des Länder que tout se joue. Or, le niveau a remonté. En France, on n'a pas tenu compte des résultats PISA, ils continuent à se dégrader. Nathalie Mons. Non, mais dans le cas allemand, c'est un pays qui est historiquement fédéral. Il n'y a pas eu de décentralisation. Voilà. Donc les Länder ont toujours été responsables de l'éducation et ils ont mené d'autres politiques et au contraire de centralisation en termes de programmes d'avantages communs qui peuvent aussi peut-être expliquer la remontée des résultats en Allemagne. Je crois que ce qui est important lorsqu'on regarde la décentralisation française, c'est se rendre compte qu'on a fait des tentatives et on a décentralisé certaines compétences depuis les années 80, mais caractéristique vraiment franco-française, on n'a pas mis en place de système d'observation et de régulation nationale. C'est-à-dire qu'on transfère des compétences et on ne regarde pas ce qu'en font les acteurs dans les autres pays. Or, on citait le cas suédois, mais on peut aussi citer le cas finlandais. Il y a beaucoup de pays, c'est vrai, qui sont allés plus loin dans la décentralisation. Partout ailleurs, on met des systèmes d'évaluation en place, c'est-à-dire on dit aux collectivités locales, on vous transfère certaines compétences, mais ensuite on leur demande de rendre des comptes. Qu'en avez-vous fait ? Quels sont les programmes que vous avez faits ? Comment vous les évaluez en termes de résultats ? Et ça, finalement, c'est ce qui manque en France. On a un tel tabou de cette République une et indivisible qu'on ne sait finalement pas gérer les formes de décentralisation. Donc pudiquement, on transfère des compétences et ensuite on ne regarde surtout pas ce qui se passe. Caroline Forest. Donc on fait des économies sans gérer le niveau d'exigence en termes hexagonal. Mais je reviens sur la question de la formation des enseignants, puisque vous nous dites justement que c'est un des chantiers où là aussi, pour aller vers la personnalisation, pour aller vers le renouvellement des pédagogies, il faut investir. Il faut citer que ce seront les ESPE, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Alors là aussi, ces formations avaient été enlevées. D'ailleurs, quand on fait le bilan, quand même se dire qu'on enlève à la fois la formation des enseignants, qu'on avait enlevé les moyens, qu'on avait enlevé les RASED, qu'on avait quand même sacrément sabordé la planche de l'éducation nationale. Donc tout ça a été en partie remis. Mais est-ce qu'à votre avis, cette formation est suffisante aujourd'hui ? Nathalie Mons. Ça va se développer sur plusieurs années. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose... C'est combien ? Est-ce que c'est le temps de politique du quinquennat ou est-ce qu'il faut que ça soit plus Je crois que ça se développe, une politique éducative, vous savez, les pays qui réussissent, ça se développe au-delà d'un mandat. Lorsqu'on regarde les politiques qui réussissent, les pays qui réussissent, je pense à la Finlande, on peut même citer le Royaume-Uni où on a eu pourtant des mouvements thatchériens très importants, puis après Blair derrière, ou même les États-Unis. Ce qui caractérise en fait ces pays, c'est qu'au moins sur l'enseignement obligatoire, on a un consensus politique. Ce qui a aussi très fortement marqué... Quelles que soient les échéances ou les alternances politiques. Voilà, c'est-à-dire que ces politiques, si on regarde par exemple la politique de la formation,
en Finlande, qui est aujourd'hui un modèle finalement de politique de formation, parce que c'est à la fois la transmission de connaissances dans certaines disciplines, mais aussi d'une pédagogie forte qui est donnée à l'ensemble des futurs enseignants. Ce système, il se met en place sur quasiment 2 décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le système, on se dit, oui, évidemment, c'est impressionnant, c'est vraiment ce qu'on voudrait faire. Ça se met en place à partir des années 80. Et il y a donc eu un consensus qui a permis finalement de ne pas détruire l'édifice à chaque fois qu'il y avait une forme d'alternance. Donc ça, c'est le point crucial, c'est-à-dire que les politiques éducatives se développent sur le long terme. Alors, pourquoi se développent sur le long terme? Parce que c'est un immense, dans tous les pays de l'OCDE, les caractéristiques de l'éducation, c'est que ce sont des paquebots qui sont énormes. Je le citais, je vous citais les 8000 postes qui font la moitié des effectifs du ministère des Affaires étrangères. Avec ces 800 000 enseignants, on a la moitié des fonctionnaires de l'État. Et puis 12 millions d'élèves, quoi. Et 12 millions d'élèves. Donc on a un immense paquebot, qui ne peut se gérer. Vous savez, quand vous étiez petit, vous alliez bien voir les paquebots qui sortaient du port. Vous voyez les manœuvres. On va dans un sens, on revient en arrière. Voilà. Donc, en fait, finalement, quand on est ministre de l'Éducation, c'est ça. Il faut gérer, être en capacité à gérer la sortie d'un paquebot d'un port. Donc, ça se fait sur un temps qui est extrêmement long. Et ça demande derrière un consensus politique de façon à ne pas changer d'orientation à chaque fois qu'il y a une alternance. Brice Couturier. Je voudrais citer Monique Dagneau, qui est une excellente sociologue, dans un article qu'elle a fait pour Telos il y a quelque temps, où elle écrivait « Dans les classements internationaux, le rang favorable dans le peloton de tête qu'occupaient les meilleurs élèves français recule. Au niveau médian aussi, la place de l'école française cesse du terrain et les scores du décile des élèves les moins bons s'écartent plus fortement de la médiane nationale que dans tous les autres pays. » Donc il faut bien comprendre que c'est toutes les catégories d'élèves qui décrochent en ce moment en France, pas seulement les décrocheurs, les mauvais élèves, ceux qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire, mais tout le monde. Donc il faut que l'élite au pouvoir comprenne, elle aussi, que son intérêt, ce n'est pas le maintien en l'état d'une école qui dégrade le niveau général de ses élèves, mais qu'elle a également intérêt, qu'il faut qu'elle prenne conscience aussi que ses propres enfants décrochent par rapport aux moyennes OCDE et que le système ne peut pas continuer comme ça, que le paquebot doit effectivement changer de direction. C'était le message personnel de Brice Couturier à Vincent Payan. Nathalie Mons. Oui, moi je pense que quand même il y a aujourd'hui une prise de conscience qui est très importante sur le sujet, avec tous les obstacles. On va arriver à la conclusion. Est-ce qu'il faut être aussi pessimiste que Brice Couturier, ou est-ce qu'au fond, comme certains le disent, après une année compliquée pour le ministre de l'Éducation nationale avec les syndicats enseignants, cette rentrée est une rentrée plutôt bonne? Moi, je crois qu'il faut dédramatiser la situation, c'est-à-dire il faut aussi cesser avec ce discours catastrophiste. Il y a au moins 5 ans, il serait bien qu'on en ait même 10 en se disant que, non pas que ce soit le PS, mais qu'il y a un consensus, même s'il y a une alternance, qu'importe, mais qu'il y ait un consensus, qu'on se dise que finalement, on se donne du temps. Je crois qu'il faut finalement que l'ensemble des citoyens français grandissent. Non mais... En France, finalement, il y a une forme d'immaturité politique. Alors évidemment, le slogan, le changement, c'est maintenant, ça n'a pas aidé. Mais je crois que dans ce pays, en termes d'action publique, il faut que tout le monde grandisse, à la fois les citoyens, les politiques, les médias, et qu'on se dise que l'action publique, ça se développe dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut progresser petit à petit. Il faut peut-être faire des expérimentations. Il faut arrêter de penser que l'élite peut dessiner une réforme qui soit idéale et penser qu'elle va s'appliquer comme ça sur le terrain. Toutes les recherches depuis 50 ans montrent que les réformes ne s'appliquent pas sur le terrain exactement comme elles étaient prévues initialement. Donc il faut que globalement, collectivement, on grandisse, qu'on prenne de la distance par rapport à ce qui se fait en action publique, qu'on se dise qu'il faut du temps, qu'il faut des expérimentations, qu'il faut essayer, qu'il faut échouer, qu'il faut recommencer, qu'il faut évaluer et que peu à peu, on dessine un chemin et qu'on avance progressivement. Voilà, il faut dédramatiser le discours autour de l'éducation. C'est le message optimiste de ces matins du 3 septembre sur la rentrée scolaire. Nathalie Mons, merci à vous. Merci. N'oubliez pas d'écouter demain également sur cette rentrée scolaire rue des Écoles, Louise Touré, dorénavant le mercredi de 15h à 15h30, consacrera sur l'émission au marché scolaire. L'invité de Louise Touré demain à 15h, Agnès Van Zanten. La classe va commencer. Attention.
Tout d'abord, nous allons lire l'alphabet. Tâchez de faire un effort et surtout de pas vous tromper. C'est ça. U-E-A-I-O. C'est faux. La fine équipe des nouveaux rendez-vous des matins de France Culture vient de s'installer autour de la table. Mathieu Conquet et sa guitare électrique, Xavier Delaporte et son triangle. Il va nous parler de numérique. On n'a pas parlé de tout le programme numérique, Nathalie Mons, qui était mis en place cette année par le ministre. Mais je crois que Xavier Delaporte compte dans ce qui nous arrive nous en parler. Voilà, c'est l'heure de ce qui nous arrive sur France Culture avec tout à l'heure Bertrand de Saint-Vincent, Mathieu Conquet et donc Xavier Delaporte. France Culture, ce qui nous arrive. Bonjour Xavier Delaporte. Bonjour Marc. Vous voulez nous parler, vous, de l'école de Xavier Niel, le patron de Free. Il a créé une école. Oui, vous connaissez ça Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Face à ce qu'il a identifié comme une des lacunes, justement, de l'éducation nationale. Ouais. Voilà. Xavier Niel, le célèbre et richissime patron de Free, a la réponse, figurez-vous, à la crise du système éducatif en France. C'est une pédagogie qui s'inspirerait des pratiques numériques. Alors, dont acte, il a créé une école pour former des développeurs web, école qu'il finance entièrement et qui obéit à quelques principes de base. Elle est gratuite. Elle recrute des gens qui ont entre 18 et 30 ans, sans condition de diplôme, ni même de connaissances en informatique, mais elle sélectionne à l'entrée, évidemment, d'abord par un test en ligne qui dure 8 heures, genre test de QI, à l'issue duquel les candidats restants devront s'immerger pendant 1 mois, 7 jours sur 7, 15 heures par jour, dans les locaux de l'école pour une épreuve du nom de la piscine. Alors, l'école vient d'ouvrir ses portes, la première promotion a été sélectionnée cet été, et miracle du web, une jeune blogueuse du nom de Lorraine Castor qui s'intéresse aux questions d'éducation s'est inscrite, je sais pas pourquoi ça vous fait rire. Vous l'avez inventé ça, non mais écoutez. Absolument pas. A passé les épreuves et on a fait un long récit sur son blog. Alors cette lecture est une expérience, comment dire, un peu troublante. D'abord, ce qu'elle raconte du cadre de l'épreuve. 800 personnes, essentiellement des jeunes garçons, regroupés pendant 1 mois dans 3 immenses salles face à des écrans pendant 15 heures par jour minimum. 800 personnes dont beaucoup dorment dans le sous-sol aménagé à peine, où les néons restent allumés la nuit, qui subissent des examens variés mais stressants, qui ont avec les cadres de l'école une relation qui oscille entre le jeu, l'indifférence et l'empathie soudaine. 800 personnes qui sont à la fois concurrentes jusqu'à la dénonciation, mais qui peuvent aussi se montrer très solidaires. 800 personnes qui apprennent à se connaître, mais aussi pleurent, craquent et abandonnent parfois. On a l'impression de voir là une sorte de mélange entre 2 ans de classe préparatoire qui auraient été hyper condensés, une caricature de la culture geek pour le côté immersion dans les écrans et une émission de télé-réalité pour les conditions extrêmes. Voilà. Et malgré, je dis ça, malgré l'enthousiasme de la blogueuse qui le raconte. Alors, sur le fond de l'épreuve, maintenant, c'est plus intéressant parce que Lorraine Castor le dit très bien. Elle a été sélectionnée elle-même pour cette épreuve de la piscine alors qu'elle ne sait pas coder, ou à peu près, ce qui est étrange pour une école qui cherche à former des programmeurs. Et évidemment, dès le premier jour, les candidats sont plongés dans le code. Elle panique au premier test corrigé par la moulinette. La moulinette, c'est un système de correction automatique qui s'arrête de corriger à la première erreur et met donc 0. Donc Lorraine Castor obtient 0. Mais cette correction automatique est complétée par une évaluation entre pairs. Évaluation entre pairs qui fera elle-même l'objet d'une évaluation par la machine, mais aussi par les autres noteurs, dans une sorte de mouvement d'aller et retour propre à la logique informatique et à la culture pair à pair. Et les candidats finissent par comprendre d'ailleurs que les notes importent beaucoup moins que ces allers-retours d'évaluation. Et c'est cet aspect que la blogueuse ne cesse de mettre en avant. L'extension de la culture pair à pair à l'enseignement. La logique du pair à pair ou peer-to-peer en anglais, c'est un des éléments fondamentaux de la culture du web, celle qui fait qu'on s'échange des fichiers à distance et sans se connaître, parfois illégalement, mais là c'est un détail, celle qui a créé Wikipédia et autres outils et logiciels écrits de manière collaborative qu'on utilise tous couramment. Les questions qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est cette culture fait-elle pédagogie ? Est-elle extensible à d'autres apprentissages que celle du développement informatique ? Et même, faut-il rejeter l'expérience pour cause de folklore geek ? Alors, le ministère de l'Enseignement a fourni une première réponse. Il n'a pas agréé l'école de Xavier Niel. Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure. Nathalie Mons, cette école fait-elle pédagogie ? C'était une des questions. La culture pair à pair fait-elle pédagogie ? Il y a certainement des points qui sont un petit peu extrêmes, mais moi je suis très intéressée sur le dernier point, c'est ces apprentissages entre pairs. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui manque beaucoup dans le cadre de notre école française. Finalement, on est lancé dans une concurrence et chaque individu est noté individuellement et on n'a pas cette tradition de travail en équipe, de production de projets en équipe.
Donc ça me paraît important. On le retrouve dans beaucoup de pays maintenant. Les pays scandinaves organisent des évaluations de groupe. Lorsqu'on regarde au Japon aussi, on a des tutorats de groupe. Les élèves les plus avancés aident les élèves les plus en difficulté. On peut aussi imaginer du tutorat entre les classes. Ça, je crois qu'il faut s'appuyer sur cette culture des jeunes et cette nouvelle culture numérique pour le développer dans le cadre de l'école. Merci Nathalie Mons, reste avec nous parce qu'il est l'heure de Guincher maintenant à 8h49 avec Mathieu.